Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission Talk Radio, la face cachée de la Lune, Paris, Texas, les ailes du désir. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guy Saint-Cyr, On jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable, soit les goods, the bad and the ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, justement, je reçois Julien Morissette. Salut Julien. Salut Guy. Julien, t'es un producteur, un animateur de balado, t'es un des fondateurs de Transistor Media. Transistor Media, on vous doit La vie secrète de l'Outaouais, Synthèse. Tous les épisodes sont sur la plateforme. Tu es aussi un des fondateurs du festival Transistor en Outaouais. Ouais. Tu as comme installé, pour ainsi dire, le podcasting, la balado-diffusion en Outaouais. C'était quoi le désir derrière ça? Ben, en fait, j'étais à l'époque réalisateur à Radio-Canada à Ottawa-Gatineau. Je venais de finir ma maîtrise en communication à l'Université d'Ottawa. Puis, je me suis rendu compte des possibilités du médium radiophonique, des balados et tout. Puis, aimant beaucoup la région de l'Outaouais, étant originaire de Hull, ben, ça me tentait je sais pas, de fonder une initiative, d'offrir quelque chose dont seraient fiers les gens de la région. Puis on avait des projets dans cette bande-là de gens qui ont gravité autour de Transistor dans les tout débuts, que ce soit des musiciens, des comédiens, des réalisateurs, des auteurs. On faisait des shows live pour Radio-Canada qui s'appelait En Direct 2. C'est une série de 10 balados de documentaires, de faux documentaires. Puis on a voulu présenter ça sur scène dans le plus de lieux possible en Outaouais. Donc, on a fondé en 2017 le Festival Transistor. C'était Steven Boivin et moi qui est toujours actif avec nous à Transistor. Puis, on s'est dit, on va présenter des shows qu'on réalise, qu'on anime, des shows qu'on aime aussi. On avait pris une chance, on avait invité les gars de La soirée est encore jeune, mais aussi des balados d'humour qu'on aimait, ça ou ça, de Yannick et Mehdi venaient juste de sortir, fait qu'on les a invités. Dave Bocage était venu, fait qu'on avait vraiment décidé de célébrer la radio devant public. Oui. Les gens y croyaient pas trop au début. Finalement, la formule a bien fonctionné. Puis de ça est né d'autres projets comme celui d'avoir un transistroc, un camion mobile de balado qui se promène un peu partout au Québec et éventuellement une entité de production qui emploie quelques personnes en Outaouais et qui fait de la production de balado durant toute l'année. Ça remonte à quand? Ton amour du cinéma, tu as étudié en cinéma au Cégep de l'Outaouais. On était là à un an d'intervalle, toi et moi. C'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? Comment c'est né ton amour pour ce médium-là? Ben, c'est fou parce que quand j'étais jeune, ce qui m'a, tu sais, ça tout part de l'enfance, là, mais il y avait toujours la radio et le cinéma qui étaient comme deux formes que j'aimais vraiment beaucoup. Ma mère et mon père écoutaient constamment Radio-Can et CBC parce qu'étant en Outaouais, il y a beaucoup de choses qui se passent en bilingue dans la région. Puis je me souviens d'avoir été marqué par les cinémas de la région en Outaouais. J'en parle, mais les auditrices, auditeurs ne sauront peut-être pas ce que c'est, mais des lieux comme le cinéma Vendôme, puis des plus petits cinémas quand même de répertoire où on allait voir des films pas nécessairement hollywoodiens. Puis mes parents sont quand même des intellectuels bourgeois. Fait que dans une famille comme ça, ben, je voyais du cinéma français, du cinéma européen, le cinéma québécois, et tout en ne snobant jamais non plus le cinéma plus mainstream. Fait que j'ai été vraiment... j'ai eu toujours une affection pour le geste d'aller au cinéma, comme mes parents m'amenaient au théâtre ou voir de la danse ou des opéras quand j'étais jeune. Mais il y avait toujours de quoi dans le cinéma qui m'accrochait dans cette possibilité-là de raconter des histoires, de pouvoir incarner n'importe quel rôle, mettre sur grand écran
ces récits-là. Puis, fait qu'à l'adolescence, je me suis acheté une caméra mini DV à 14-15 ans. Puis j'ai commencé à faire des petits montages sur iMovie ou sur des plateformes de merde de montage. Puis, de fil en aiguille, au secondaire, je faisais des documentaires, les projets créatifs qu'on pouvait faire dans les genres de cours de multimédia. Je faisais toujours du docu ou j'essayais de faire des fictions. C'était vraiment pourri, mais c'était le fun de pouvoir jouer avec ça. Puis ça s'est toujours fait en parallèle d'activités musicales, disons, carrière, si on veut. C'est ce que je faisais avant de faire de la radio réellement. J'étais musicien de tournée de 17 à 21 ans environ. Oui. Je gagnais ma vie en faisant de la tournée. J'étais contrebassiste pour 3-4 groupes en même temps. Puis, fait que je passais du temps en studio à faire à monter des tunes, à enregistrer, à bidouiller sur des programmes, tout en le faisant avec le cinéma. Puis même quand j'ai fait mon cégep au cégep de l'Outaouais en cinéma, j'avais toujours cette espèce de déchirement-là. Est-ce que je poursuis ma carrière en musique? Ça va très bien. J'étais assez choyé pour gagner ma vie avec ça et pas avoir de job d'étudiant, si on veut. Ou est-ce que je me pitch vraiment à essayer d'être réel puis à écrire des scénarios? Finalement, je n'ai jamais pris une décision entre les deux. J'ai toujours fait les deux en parallèle. Ce qui explique peut-être pourquoi à un certain moment durant mon bac à l'UDM en cinéma, parce que j'ai été refusé à l'UQAM, je ne suis pas de ces bons réalisateurs qui ont été retenus, puis je parle sans amertume de cet échec-là. Mais j'ai toujours eu, c'est ça, cet intérêt-là pour raconter des histoires, mais tout en travaillant l'audio. Oui. Et donc, pour moi, le travail que je fais en réalisation de balado, en storytelling, ça se rapproche beaucoup au cinéma. Puis c'est les mêmes racines, finalement. Je me suis juste rendu compte à un certain moment, je vais toujours me souvenir, je faisais de la tournée dans l'Est du Canada, on était dans les Maritimes, puis quand tu fais des shows dans des bars, il y a tout le temps, il y a 2 bandes qui jouent avant toi, là, toi tu joues, il y a de la musique qui joue entre les sets des groupes, puis là, c'est comme constamment du bruit de la musique. Puis on faisait, quand tu tournes au Canada, c'est tellement long, rouler entre une ville et l'autre. Fait qu'à un moment donné, on roulait de nuit, puis je suis tombé sur la programmation de CBC, CBC Radio 1, puis c'était The Wire de Wiretap de Jonathan Goldstein. Puis il y avait aussi après ça une espèce de audio drama, une genre de pièce de guerre, de création super cinématographique, mais pour l'audio. Puis j'ai vraiment eu un éveil. Je me suis dit, OK, fait que on peut faire du cinéma pour les oreilles. Oui. Donc, c'est comme ça que ces différents médiums-là ont toujours communiqué ensemble, l'écriture et la radio, le cinéma puis la musique. Pour moi, à un moment donné, on a tout passé ça dans le broyeur, puis ça a donné la création de balado. Oui. Et justement, ton premier film, c'est la synthèse de ces deux passions-là. Ouais. Talk Radio d'Oliver Oui. Stone. C'est avec Eric Bogosian qui a écrit aussi le scénario, la pièce de théâtre. Il y a Michael Wincott là-dedans qui, si je me souviens bien, joue l'auditeur au téléphone. Et Alec Baldwin qui joue un réalisateur. Ouais. Peux-tu me dire qu'est-ce que ça raconte et pourquoi ça te touche, ce film-là? C'est fou parce que c'est un film qui a été fait en 1988, l'année de ma naissance, qui est à la base une pièce de théâtre, puis qui a été reprise aussi il y a 20 ans presque. Ouais. A été reprise au Québec, cette pièce-là, avec Patrick Huard, qui jouait le rôle de la personnalité radio, l'animateur radio. Puis en gros, c'est un huis clos en studio. On est avec ce personnage-là, Barry Champlain, qui est comme une espèce d'animateur de radio, pas mal de droite, qui, si on veut, de radio poubelle, qui brasse la cage, qui est super intense dans sa façon de livrer l'information, puis d'animer live. Puis c'est comme un polémiste, finalement. Puis on le suit à travers ça. On suit les menaces de mort qu'il va recevoir. Puis finalement, l'arc narratif derrière tout ça, c'est aussi que l'émission de radio qui anime à partir de la ville américaine dans laquelle il est. Et là, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je pense qu'il est à Dallas. À Dallas, Texas, ouais, c'est ça. Il est au Texas, il me semble.
Puis, il y a comme un plus grand réseau qui veut diffuser son émission partout à travers les États-Unis. Fait que, il y a cette réflexion-là autour de est-ce que je veux continuer à être fidèle à mon approche, puis qu'est-ce que ça va changer d'avoir du syndication avec mon émission. Puis, ça se finit une des menaces de mort s'avère et qu'il va perdre la vie, qui va se faire tirer. Puis, c'est inspiré de Alan Berg, finalement, qui en 1984 a été à Denver assassiné, si ma mémoire est bonne, là, dans le cadre dans le même cadre, si on veut. Fait que c'est ce qui a inspiré finalement Rick Bogosian à écrire la pièce. Puis c'est Oliver Stone quand même qui a fait le film. Puis je sais pas, la tension, puis tout ce qu'on a vécu aussi dans les dernières années, veux pas, avec cette présence des radios poubelles au Québec, puis j'ai pas peur de les appeler comme ça parce que c'est ce que j'estime qu'elles sont. Tout le pouvoir de la parole, puis aussi cette ambiance-là de studio radio. Comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé, puis je travaille encore à l'occasion pour Radio-Canada un peu à Montréal, à Ottawa. J'en ai fait. J'ai visité beaucoup de studios de radio dans ma vie, que ce soit comme musicien qui faisait des entrevues ou comme chroniqueur, réalisateur, animateur. Puis je trouve qu'on sent vraiment ce qu'est le studio de radio dans Talk Radio, puis c'est super important parce que presque 80% du film se passe dans les studios de radio. Fait que toute la tension que ça bâtit, ce feeling-là qu'on a quand on est live puis qu'il se passe des choses importantes, puis je sais pas, l'affrontement, la parole, les discussions que ça suscite dans le film, ça m'a vraiment marqué. Puis c'est un film qui... je trouve que c'est un film qui laisse des traces, puis je vais t'avouer que j'ai comme le fantasme de le revoir sur scène un moment donné, parce que Patrick Huard, oui, a incarné, je pense en 99-2000 dans ce temps-là, puis souvent quand je parle avec des gens du milieu du théâtre, de propositions radiophoniques, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à ça, souvent on évoque Talk Radio, cette production-là, cette adaptation québécoise. Fait que c'est un film qui a vraiment laissé une grosse marque dans mon imaginaire. Je savais pas que Patrick Huard l'avait joué, mais c'est pas nécessairement la première personne à qui je penserais pour faire du théâtre, mais tu Non, me c'est dis vrai. Patrick Huard dans Talk Radio et je vois tout de suite comment ça peut marcher. Exact. Il y a ce delivery-là, il est capable d'avoir le delivery de l'animateur arrogant, l'animateur qui joue beaucoup avec l'amertume, qui va peser sur les bons boutons pour faire choquer le monde. Exact. Je le vois tout de suite. Toi-même, avec Transistor, vous avez plusieurs projets, dont un qui a suscité beaucoup d'attention, qui est Synthèse. Oui. Le cas de Valérie Leblanc. Oui. Puis ça a dû amener beaucoup de messages, beaucoup de courriels. Est-ce qu'il y en a eu des fois des gens qui t'ont écrit que tu t'es dit c'est un peu inquiétant comment ils parlent? Tellement. Puis, je suis quelqu'un qui dort bien dans la vie, mais il y a des nuits où je me couchais à la maison puis que j'avais comme ce stress-là, cette espèce d'angoisse-là de faire est-ce qu'on est allé cogner à la mauvaise porte? Est-ce qu'on a dérangé les mauvaises personnes? Le cas de Valérie Leblanc, c'est arrivé en 2011 au cégep de l'Outaouais, cégep que toi et moi on a fréquenté. Oui. Puis ça a tout d'un roman policier, d'un film policier. L'intrigue, les personnages colorés, tout ça. Puis je dis pas ça pour instrumentaliser le drame, mais l'espèce de panique qui a envahi la ville de Gatineau quand on s'est rendu compte qu'il y a une jeune fille, une étudiante du cégep qui était en deuxième année au collégial, qui, le deuxième jour de la rentrée, le mardi, se fait assassiner sur l'heure du dîner. Je vous épargne les détails, mais on parle quand même de brûlures et de outrage au cadavre, là, disons-le comme ça, puis que personne ne s'en soit rendu compte, puis soit passé à 800 mètres du cégep derrière, où est-ce qu'il y a plein de gens qui passent, où est-ce que de ce point de vue-là, on voit le cégep, on est vraiment proche, ça a de quoi glacer le sang. Puis il y a eu, après ça, des témoignages dans les médias, les gens en parlaient, il y a des gens qui ont été témoins de la scène de crime qui ont décidé d'en parler justement à Roch Cholette, un animateur de radio de droite qui est tout de Barry dans Talk Radio. Fait que ça crée cette espèce d'émoi-là de comme, qu'est-ce qui se passe?
les étudiants, évidemment, commencent leur année scolaire, ne se sentent pas nécessairement en sécurité. Puis là, on a commencé à faire synthèse en 2018. C'était 7 ans après, puis on a travaillé là-dessus pendant 1 an et demi. Ce qui fait on s'est retrouvés à parler à des gens dans le milieu criminel. On s'est retrouvé à parler à des gens peu fréquentables qui étaient dans des familles liées à cette histoire-là. Donc, j'ai saisi aussi à la diffusion, ça a été écouté par quelques centaines de milliers de Oui. personnes. Cette espèce de pouvoir-là que quand tu diffuses une émission ou une information, ben oui, il y a des gens au bout du fil, ça a beau pas être en direct comme les propos de Barry Champlain dans Talk Radio, mais ça a une résonance, puis ça fait réagir les gens, puis pendant un moment, on devait gérer des dizaines et des dizaines d'appels et de messages de gens aussi que tu dois toujours valider quel est leur état mental, leur santé émotionnelle et leur santé mentale, à savoir si les informations qu'ils te donnent, il faut que tu filtres constamment, puis tu fasses attention parce que justement, ça a tellement marqué l'Outaouais qu'il y a des gens qui ont été affectés là, Oui. profondément par cette histoire-là, puis qui voulaient engager un dialogue avec nous. Donc, d'un point de vue humain, ça a été une expérience vraiment difficile. Donc, j'ose même pas imaginer ce que la famille de Valérie a dû vivre à travers tout ça, mais donc ça a été vraiment rochant émotionnellement, puis ça a déclenché aussi des réflexions éthiques sur l'information qu'on diffuse, puis la façon dont on en parle, puis la subjectivité du montage, puis que, veux pas, quand on fait même un documentaire pur et dur, tu Oui. as cette courbe narrative, tu as cette approche-là scénaristique, donc tu joues avec des faits sans nécessairement les trafiquer, mais tu les construis d'une certaine façon. Puis les gens, tes personnages, entre guillemets, ben, ce sont des gens qui ont vécu des choses atroces. Fait qu'il faut faire attention à tout ça. Ça a été comme un apprentissage de vie assez fou, là, le cas Valérie Leblanc. Oui. Ça amène un pouvoir énorme aussi. Puis dans Talk Radio, un pouvoir qu'il faut utiliser à bon escient, là, Ouais, justement, de jouer avec la vie des gens. Puis dans Talk Radio, le personnage de Barry Champlain se saoule à ce pouvoir-là, ouais. carrément, de pouvoir influencer, de pouvoir de donner son opinion, de pouvoir dire ce que tu penses constamment. Tu finis par croire que tu as raison puis que tu deviens infaillible. C'est sûr que ce que vous faites chez Transistor, il n'y a pas cet aspect-là, mais bon, tu as mentionné un animateur en Outaouais qui fait de la radio poubelle. On a parlé Ouais. de radio poubelle. C'est quoi ton regard sur ce pouvoir-là qu'on peut donner à des personnes qui donnent leur opinion comme ça? Ben, c'est épeurant, Mhm. honnêtement, là, puis, tu sais, c'est drôle parce que l'adaptation de Talk Radio, c'est Micheline Langto qui en a comme assuré la mise en Ah scène. ouais? Puis ça me fait vraiment rire ou juste tu sais, les liens à faire avec ça. Tu sais, Micheline Langto qui s'est souvent, tu sais, qui a pas la langue dans sa poche, puis qui s'est exprimée sur ces sujets-là à diverses émissions de radio. Tu sais, je suis assez d'accord avec l'état de la démocratie et du journalisme que ça dépeint, tu sais. Mhm. D'avoir autant de polémistes et de gens qui vont donner leurs opinions puis qui seront écoutés à ce point-là. C'est vraiment un discours qu'on entend constamment, donc je ne suis pas très original à le dire, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de journalistes et de plus en plus de chroniqueurs et que les gens font peu ou pas la différence entre ces opinions et cette information-là. Puis ça a été des trucs qui m'ont habité aussi parce qu'en même temps, j'ai fait ma maîtrise en communication à l'Université d'Ottawa sur des sujets plus médiatiques, justement, Mhm. donc qui faisait état de l'évolution du quatrième pouvoir, donc du journalisme, puis de l'idée que c'est le chien de garde de la démocratie, puis plus ça avance, sans nécessairement idéaliser les débuts de la presse écrite et tout ça, mais que ça devient quand même assez épeurant de voir à quel point les Mario Dumont et les Richard Martineau ont du pouvoir et peuvent dire Oui. un peu n'importe quoi. Puis le pire, c'est que tu sais, on parle de synthèse, c'est Cube Radio, donc québécois, Oui. qui a acheté la licence de ça. Donc, ça a été finalement les gens avec qui on a travaillé sur ce contenu-là. Puis, à ma grande surprise, ils n'ont pas essayé de journal de montréaliser notre Mhm. histoire. Tu sais, ils nous ont laissé très libres dans notre traitement du sujet, puis dans les nuances que je pense qu'on a apportées. Mais ça a quand même fait en sorte que dans la
tournée de promo, ben, je suis allé à la télé, puis je suis allé à la radio, dont dans des émissions de Québécois. Puis ça a fait en sorte que j'ai rencontré Mario Dumont, Mhm. que Mario Dumont a écouté la série, on en a parlé, que je suis allé à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Puis je suis sorti de là en me disant, Chris, le gars, il est vraiment smart. Tu sais, il était Ouais. super fin avec moi. Puis on a discuté hors micro. Puis j'ai comme un peu retrouvé, j'ai compris qui était le Richard Martineau Mhm. de l'époque du Voir aussi, puis des débuts des Francs-Tireurs. Puis à juste me dire, OK, c'est vraiment un esti de personnage. Tu sais, il y a des affaires qui disent qui n'ont aucun fucking bon sens. Puis ça doit être un trou de cul en quelque part. Mais il y a aussi une partie de lui qui est tellement sympathique et intelligente. Puis, tu sais, ça a vraiment été challengeant, ça aussi, de me dire, bon, ben ces gens-là ne sont pas si fous que ça, mais ce que ça a créé en moi, puis ça a été la même chose quand je suis allé au Franc-Tireur, puis c'était Benoît Dutrisac Oui. qui s'occupait de mon entrevue puis de mon segment. Je me disais, OK, le gars, il est vraiment smart, mais tu sais, en coulisses et tout, mais quand les micros s'allument, puis que les projecteurs ou l'éclairage, si on arrive sur les plateaux, je trouve que, tu sais, pour moi, c'était vraiment l'incarnation de, bon, ben, c'est une autre personne complètement. Ils se métamorphosent, puis ils deviennent Barry Champlain. C'est la même chose, tu sais, Exactement. comme ça va dans cet archétype-là, dans ce personnage-là, puis ça a de quoi faire peur, puis ça m'a fait réaliser, sûrement que je le savais déjà, mais là, c'était vraiment frappant que c'est une grosse crise de game, puis honnêtement, ça me fait peur. Je pense pas que ça s'en va en Mhm. s'améliorant si on regarde l'état de la presse ou l'état des sources d'information indépendantes. Puis je trouve que Radio-Canada devient de plus en plus comme TVA dans son traitement des Mhm. nouvelles, puis qu'il y a comme cet esprit-là de clickbait. Je suis comme, OK, honnêtement, j'espère qu'il va rester des structures pour que le journalisme de qualité, le journalisme fouillé puisse survivre parce que en quelque part, synthèse, c'était ça. On a passé 14 mois à creuser une histoire, puis à parler aux journalistes qui ont couvert ça au quotidien, que ce soit à Cogeco, au Journal Le Droit, à Radio-Canada, même à Bell Média, Énergie, Rouge FM, tout ça. Il y a des journalistes qui sont payés puis qui couvrent ça au quotidien, puis on a besoin d'eux pour raconter des Mhm. histoires sur un plus long terme, mais on s'est rendu compte de la chance qu'on avait pour bâtir des relations avec des sources, puis avec des témoins, puis des fois prendre 6 mois avant de booker une entrevue parce qu'il faut un peu être en négociation, en dialogue, établir un lien de confiance. Puis plus ça avance, j'ai commencé à travailler dans les médias il y a peut-être 8-9 ans, puis je vois à quel point ça évolue rapidement et pas nécessairement dans le bon sens. Fait que ça, je peux pas avoir un discours Ouais, optimiste, malheureusement. effectivement. Si on passe maintenant à ton Oui, deuxième film, qui est aussi la quête d'un personnage qui veut faire connaître et faire valoir son projet, oui. La face cachée de la Lune de Robert Lepage, un de ses 3 ou 4 films. Je pense que c'est son avant-dernier qu'il a réalisé avant de tirer une croix sur le Ouais, cinéma, malheureusement. à notre grand malheur. Oui, oui, Ouais. parce que tous ces films sont à voir carrément. Là, le Confessionnal, euh, son film qui se passe pendant la crise d'octobre, et là, j'ai pas le titre devant moi, évidemment. Il a fait No Non, après c'est ça. ça, pendant la crise d'octobre. Pendant la crise d'octobre, il y a le polygraphe qu'il avait fait juste avant. Face cachée de la Lune, c'est-tu le dernier? Ouais, c'est Non, ça. c'est Puis ou l'avant-dernier. le confessionnal sur quand Hitchcock est venu tourner son film à Oui, Québec. oui, les 39 marches, il me semble. Oui. C'est les Non, 30. c'était I Confess. Ah oui, c'est ça. Hey, boy, une chance qu'on n'est pas dans un quiz. C'est Icon Fest, t'as bien raison. J'espère que Robert Lepage ne nous écoute pas. Oups. En même temps, on a réussi à nommer tous ces films, donc il doit On a être content réussi. en On même a, on temps. a réussi. Ça n'a pas été facile, mais on a C'est réussi. ça. Donc, c'est un film de 2003 qui met en vedette Robert Lepage, Céline Bonnier, Sophie Fauché, Anne-Marie Oui. Cadieux. Anne-Marie Cadieux qui est à peu près toujours là dans sa cinématographie. Un peu la même question que tantôt. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui te parle d'un film comme La face cachée de la Lune? Ben, c'est fou, moi, Robert Lepage, c'est vraiment un être qui a été comme super important dans, quand je te disais tout à l'heure, dans mon éveil culturel. Mhm. Euh, il avait fait le projet Andersen Oui. qui aurait dû, mon Dieu, être un film, ça aussi, mais qui était une pièce de théâtre dans laquelle il partait un peu sur les traces de Hans Christian Andersen, qui est un auteur danois de livres pour enfants, notamment, là, de contes plus classiques. Puis encore une fois, je me suis rendu compte de
je sais pas, de toutes les possibilités du médium théâtral. Tu sais. Robert Lepage est reconnu pour être assez habile à utiliser des technologies ou, comme il dit, à s'entourer des personnes qui sont habiles pour comme bien raconter ses histoires, Mhm. que ce soit dans Les Aiguilles et l'Opium jusqu'à 887 plus récemment. Fait que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être un bon véhicule un bon véhicule de récits humains tout en utilisant des prouesses de scénario. Donc, l'action se déroule à Québec, d'où Robert Lepage est originaire. Puis la prouesse aussi qui est assez haute, c'est que ben, les deux personnages principaux sont des frères jumeaux Mhm. joués par Robert Lepage. Fait que juste la façon de monter les scènes comme les conversations téléphoniques, puis de créer un personnage qui est vraiment diamétralement opposé à l'autre alors qu'ils sont joués par le même comédien. Donc là, c'est la mort de leur mère qui fait que le personnage doit revenir à Québec. Puis il est question aussi il y a une soutenance de thèse qui est sur le narcissisme Oui. euh, dans les programmes spatiaux soviétiques. Fait que tout ce rapport-là, tu sais, moi, j'ai cette image-là de la laveuse, puis de l'astronaute, puis de... Mhm. euh, fait que c'est ça, c'est l'histoire de ces deux frères-là ça fait longtemps que je l'ai vu, mais qui doivent entrer en contact après la mort d'un parent, tu sais, qui est un assez bon point de départ dans plusieurs scénarios, tu sais, la mort d'un parent, puis que ce soit le bureau d'un notaire. Tu sais, je pense à Incendie de Wajdi, tu sais, Oui. qui commence dans le bureau du notaire. Je pense à un show récemment que j'ai vu de Jean-Marc Dalpé, La Queens, s'il est question de léguer un motel dans le nord de l'Ontario, il me semble. Fait que je trouve que c'est un bon point de départ. Puis depuis ce temps-là, tu sais, ça m'a vraiment éveillé sur l'importance de Robert Lepage. Ça m'a fait reculer dans sa filmographie et toujours choisir, toujours suivre ce qu'il va faire. Puis, tu sais, évidemment, ça n'a pas été, le pauvre Robert n'a pas eu facile Oui. l'été passé Oui, avec ses passé ou l'été projets. d'avant, ouais, avec ses projets Oui. sur Slav scène. et Kanata, oui. Exactement. Puis, la vie a fait en sorte que le premier show qu'il a présenté, là, je ne veux pas me perdre dans les années, mais en octobre 2019, après l'été de Canada, il était à Ottawa pour présenter son show sur le Marquis de Sade. C'est un show Oui. qui parle de censure. Puis il le présentait, je vais toujours me souvenir, début octobre. Puis moi, je travaille avec le CNA depuis 4 ans sur des balados et des longs entretiens devant public ou en studio avec les créateurs qui sont accueillis au Théâtre français du CNA. Puis, ben, Robert Lepage, j'avais un tête-à-tête d'une heure avec lui Ah, mon Dieu, qui a wow. donné un balado finalement. Puis c'était assez délicat parce que la seule entrevue qu'il avait donnée depuis le printemps d'avant, c'était à Stéphane Bureau. Hmm. Euh, ça avait été quand même, de ce que j'ai entendu, beaucoup de négociations avec Ex Machina, sa compagnie, et Stéphane Bureau pour réussir à l'avoir en entrevue. Mhm. Puis moi, on m'avait averti, il ne faut pas aller dans les questions de Kanata et de Slav. Il faut vraiment parler du show de Robert qui vient présenter. Je me souviens plus du titre, là, c'était sur le Marquis de Sade. Hey, je suis vraiment arrivé pas préparé, Guy. Je m'en excuse. Il y a pas de problème. Donc, pour moi, on n'allait pas du tout parler de ça. Mhm. Puis, c'était Quills, c'est un Oui. texte, ça vient de me revenir. C'est pas un texte que lui a écrit, mais c'est un texte qu'il a adapté. Puis ça parle beaucoup de censure et de liberté Oui. d'expression. Puis on est arrivé sur le sujet à un moment donné, puis je sais pas, il s'est senti bien à l'aise de prendre cette sortie d'autoroute, puis qu'on aille, bon, on va aller à fond dans le sujet. Mhm. Euh, puis j'ai vu un homme qui avait beaucoup d'humilité, contrairement à tout ce qu'on dit. Puis on a parlé de ces sujets-là. On a réussi à en parler plusieurs dizaines de minutes. Puis ça m'a un peu réconcilié avec lui parce que, tu sais, j'avoue que dans ce débat-là, j'ai trouvé qu'il en avait peut-être manqué une coupe de calls qui aurait été facile à régler. Oui. Puis, tu sais, je travaille avec Jean-Sébastien Côté, qui est son concepteur sonore depuis 20 Hmm. ans. C'est un gars qui habite à Gatineau, puis on fait des projets ensemble. Puis, tu sais, j'ai plein d'angles de plein d'histoires. Puis,
ça m'a comme réconcilié beaucoup avec le travail de Robert Lepage que je trouve tellement fondateur, puis je trouvais ça dommage en quelque sorte que comme tout le travail qu'il a fait soit éclipsé par cette Oui. crise-là. Tu sais, j'avoue que, comme je te disais, je défends pas tout ce que l'homme ou même l'artiste, tout ce qu'il a fait dans Kanata et dans Slav, hein, pour en avoir parlé avec des gens qui ont travaillé de près ou de loin sur ces shows-là. Mhm. Mais, tu sais, 887, Les Aiguilles et l'Opium, tout ce qu'il a fait que j'ai vu, revu, lu et relu, je trouve ça tellement important. Puis, tu sais, je demandais, parce que j'étais bien curieux de savoir s'il y avait des projets de cinéma. Puis, Mhm. je pense qu'il trouve ça comme très complexe et très lourd. Puis, il semblait pas vouloir s'investir dans des projets de cinéma, mais moi, c'est un peu un deuil que j'ai à faire parce que Ouais. je trouve que c'est un grand réalisateur, comme c'est un grand metteur en scène, Mhm. auteur, c'est un méchant bon raconteur d'histoire. Tu sais, je reviens toujours à ce dénominateur, mais pour moi, c'est la base de ce que j'aime en culture, puis Robert Lepage le fait vraiment, vraiment bien. Mhm. Puis tu sais, je trouve que Robert Lepage, on a souvent l'impression, ou on le met souvent au niveau de ça va être complexe, ça va être. Ce sera à peu près incompréhensible, mais sa force, son génie, c'est toujours de partir de quelqu'un qui est au niveau de tout le monde, mais Ah oui, qui va dans une direction complexe. Justement, le narcissisme dans la conquête spatiale par ouais, l'URSS, si tu t'arrêtes à ça, c'est complexe. Mais quand tu dis, ouais, mais c'est un gars de Québec qui a un ouais. frère jumeau, je me rappelle plus c'est quoi Ah oui, son frère jumeau est météorologue, il travaille dans Ouais, une c'est ça, il station de travaille au télé. soleil, genre. C'est ça, exactement. Tu dis tout de suite, non, non, c'est quelqu'un qui est comme tout le monde. Puis Robert Oui, Lepage, c'est ça, 887, c'est son adresse d'enfance c'est ça. avec laquelle il Puis, part pour aller mais dans tu des sais, sujets. tu dis, c'est ça, son frère, il travaille, c'est ça, il fait la météo à la télé, au Mhm. personnage principal. Ça me fait penser dans 887, l'ami qui appelle, c'est le gars qui fait les viandes froides, là, les cassettes pour les gens qui vont Oui, mourir à Radio-Canada. Fait qu'il y a toujours ce petit clin d'œil-là aussi au monde des médias, je pense, qui va m'accrocher. Je pense que, tu sais, Robert Lepage a quand même cet intérêt-là. Puis quand le personnage principal, je vais toujours me souvenir des scènes où est-ce que sais, il n'est pas capable tu sais, il a de la misère avec sa soutenance de thèse, puis il travaille, genre, il vend de la pub pour Le Soleil, puis il est dans l'espèce de salle de vente du quotidien Le Soleil, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement, ça représente tellement la situation de beaucoup de gens qui ont fait comme des études ouais, supérieures folles, puis qui se retrouvent à être comme surqualifiés, puis à vendre de la pub dans un journal, puis là, avec du recul, 20 ans plus tard, t'es comme, oh mon exact. Dieu, quel métier qui n'a pas d'avenir, c'est tellement désolant. Ton troisième film, c'est en fait troisième et quatrième, on va faire Ouais, un j'ai détour. triché, hein? Mais c'est bien correct, j'adore quand les gens trichent. On va parler de Wim Wenders, en fait, Oui, avec Paris, Texas et Les Ailes du désir. Paris, ouais, Texas, 1984. Les Ailes du désir, 1987. Le ouais. premier est avec Harry Dean Stanton et Natasha Kinski. Le deuxième avec Bruno Gans, Peter Falk, qui a joué Colombo toute sa vie, et Oui, Solveig de Martin. Euh, Rapidement, pourquoi tu mets ces deux films-là ensemble? ben, parce que c'est, tu sais, 2 films qui se succèdent dans la filmographie de Wim Wenders, qui est un réalisateur qui m'a toujours vraiment fasciné. Mhm. Hem, la première fois que j'ai vu un de ses films, ben, je pense que j'avais vu Paris, Texas quand j'étais vraiment plus jeune. Tu sais, comme je te dis, mes parents m'ont montré, tous les films de toutes les origines possibles. Puis, tu sais, j'ai vu plusieurs films de sa filmographie, mais pour moi, ces 2 films-là représentent une espèce de période en or dans son travail. Puis, il y avait une exposition au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa en 2000. Boy, c'était 2004, si je OK. me souviens bien. Puis, ça s'appelait La Grande Parade. C'était une exposition, fait que dans un musée national, sur la figure du clown, puis la figure du cirque, puis il y avait comme des toiles de Picasso, tu Ouais. sais, on couvrait, c'est une expo qui était en tournée à travers le monde. Hem, puis là-dedans, il y a, tu sais, au Musée des beaux-arts, il y a comme une salle de projection vraiment comme vraiment très, très hot. C'est super grand. La qualité de projection, je la trouve super bonne. En tout cas, à l'époque, elle l'était. Puis système de son, tout ça, ça fait que je suis allé voir comme pas mal tous les films cet Mhm. été-là qui étaient proposés par un commissaire en parallèle. Puis j'avais vu comme
super bons films, dont Les ailes du désir de Wim Wenders. Puis j'ai fait comme, oh mon Dieu. Puis je te dirais que ça, c'était en 2004, fait que c'est 1 an ou 2 avant que je rentre au cégep en cinéma. Ça a vraiment influencé aussi mon parcours dans la poésie dans ce film-là, la façon de raconter l'histoire, juste la direction photo, la première scène du film avec l'espèce de travelling aérien, puis Oui. encore une fois, une tour de radio, une tour, Oui. on revient toujours au même D'où on moment. entend toutes les ondes, qu'on entend tout ce qui se dit. Exactement. Puis c'est drôle parce que, récemment, j'ai fait un projet qui s'appelle Signal Nocturne pour Télé-Québec, Oui. parce qu'on faisait semblant d'être dans un phare en Outaouais qui émet un signal à travers le Québec. Puis je me suis retapé Les ailes du désir, juste pour me mettre dans le mood, comme un espèce de petit clin d'œil à cet amour-là que j'ai pour le cinéma. Puis finalement, dans nos cours de cinéma, on a vu le travail de Wim Wenders au cégep. Après ça, c'est sûr que Paris, Texas, en le voyant, j'ai vraiment été comme fasciné par la musique de Ry Cooder que j'adore. C'est quand même Sam Shepard. J'ai comme un grand intérêt pour son théâtre à lui, pour tout ce qu'il a fait. Fait que cette espèce de trio-là, d'avoir un scénario qui est coécrit par Sam Shepard, avoir la guitare de Ry Cooder et le travail de Wim Wenders dans sa façon de raconter les histoires, dans la poésie de ce film-là, dans juste la scène qu'on est comme dans l'espèce de peep show, où est-ce que tu vois le personnage qui voit de son côté de la vitre, qui est la personnage ne le voit pas de l'autre côté parce que c'est un peep show. En tout cas, tous ces éléments-là ont tellement laissé une espèce de grosse trace dans mon amour de ce western américain, mais dans une vision très années 80-90 aussi, dans le regard de Wim Wenders. Fait que ça a comme été une espèce de porte ouverte sur mon rapport à l'Ouest américain, puis après ça, d'y être allé, de partir en autobus Greyhound 1 mois plus tard, puis de faire le tour des États-Unis, puis de découvrir tout ça, je sais pas, ça a vraiment été comme fondateur dans mon amour de la route, dans cette poésie-là qui est très Wim Wenders. Oui, puis avec Paris, Texas, on y échappe pas. Tu as parlé de la scène du peep show, mais ça reste une scène où un personnage s'adresse à un autre personnage, une qui ne le voit pas, mais on revient un peu à la radio, au pouvoir des mots, au pouvoir de la parole, c'est jamais bien loin. Exact. Et quelle scène, parce que, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, cet homme-là qui a décidé de ne plus parler pendant des années, qui a quitté sa femme, son enfant. Complètement. Qui retrouve sa femme justement dans un peep show, puis elle fait ça pour gagner de l'argent, pour donner à son enfant qu'elle ne voit pas elle-même. Mais quand il commence à lui raconter leur histoire sans dire qui ils sont... Au téléphone, genre pour qu'elle l'entende de l'autre côté de la vitre. Je t'en parle, j'ai des frissons, c'est tellement crève-cœur. C'est tellement beau. Puis avec Les ailes du désir, c'est un ange qui décide de cesser d'être un ange. Donc c'est ça, de devenir mortel. De devenir mortel, de ne plus avoir tous les avantages, de pouvoir tout entendre, tout voir en même temps, parce qu'il tombe amoureux d'une femme, puis il veut comprendre c'est quoi la vie, l'amour, la souffrance, la douleur. C'est tellement des grands films. Puis pour vrai, toute la filmographie de Wim Wenders à ce niveau-là est à voir. Là. Ah oui, surtout que Nick Cave apparaît dans Les ailes du désir. Oui. J'aime bien gros Nick Cave. J'aime ça les petits... tu sais, j'aurais pu aussi te mettre tous les films de Jim Jarmusch dans mes coups de cœur. Il y a de quoi dans l'errance, puis c'est toujours cette espèce de poésie assumée. Ça me fait penser à quand Tom Waits apparaît dans les films de Jim Jarmusch. Je trouve que c'est toujours des gros moments, que ce soit Down by Law ou, je sais pas, Night on Earth, c'est comme des grands maîtres du 7e art, je trouve. Puis Wim Wenders, vraiment, je le classe dans cette catégorie-là parce que... Puis même quand j'ai fait mon bac en cinéma, après, je revenais toujours vers lui dans tout ce qui m'intéressait. Fait que c'est comme un lien assez fort que j'essaie dans mon travail de réalisation de faire transparaître, même si je manie pas du tout l'image. Là-dessus, on va faire une courte pause. Puis au retour, on parle d'un film qui a été aussi pénible à voir pour toi qu'un coup de fouet dans le dos. Puis on va faire un petit détour par Springfield dans un état qu'on ne connaît pas. À tout de suite.
j'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de films, Instagram, @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour à On jase de films avec mon invité Julien Morissette, avec qui, en première partie, on a parlé des films Talk Radio, La face cachée de la lune, Paris, Texas et Les ailes du désir. Maintenant, Julien, un film que tu n'as vraiment pas aimé, mais je pense qu'il y a un consensus unanime autour de la détestation de ce film-là. C'est 50 Shades of Grey de Sam Taylor Wood. Non, mais sérieux. C'est un film de 2015 avec Dakota Johnson et Jamie Dornan. Encore à ce jour, qui sont-ils? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a déplu comme tant d'autres, mais toi particulièrement, avec 50 Shades of Grey? Ben, c'est parce que, tu sais, quand tu m'as dit trouve un film détesté, ouais. C'est la première chose qui m'est venue en tête parce que j'étais obligé de voir le film. Puis là, je sais que ça a l'air d'une mauvaise excuse d'un gars curieux qui voulait hate-watcher un film. Mais en 2015, j'étais chroniqueur culturel à Radio-Canada à Ottawa. Puis mon mandat, c'était de faire la critique. Puis mes patrons voulaient qu'on critique du pointu, mais aussi du grand public. Fait que là, évidemment, ce livre événement devenu film événement qui est 50 Shades of Grey est sorti, si je m'en souviens bien, c'était à l'automne. J'ai pas mal un souvenir assez clair de ça, de recevoir des billets promo de la part du distributeur du film qui venait faire une projection dans le fond d'Ottawa. Je me suis rendu voir ce film-là vraiment à reculons. Puis ça a tellement été une expérience désagréable. C'était une première de film, donc t'as genre, je sais jamais comment les gens se retrouvent là, mais c'est souvent avec des genres de concours de radio privée. Là, j'étais avec comme des espèces de matantes super excitées de voir ça, comme si j'étais au 281 avec elle. Puis comme que c'est l'affaire la plus wild qu'elle allait faire de leur vie. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, je me lève demain matin. À cette époque-là, je me levais à 4h30 pour faire le show du matin. Puis faire 3 critiques par jour, super rodé. Puis me retrouver à critiquer ce film-là, ça a vraiment été... Tu sais, parce que les gens le détestaient d'avance, ce film-là. Il était super snobé. Puis honnêtement, c'est tellement mauvais que je me sentais mal de tomber dans le panneau puis dans le cliché. Puis j'essayais de trouver des éléments positifs. J'ai essayé de retrouver dans mes notes avant qu'on commence à enregistrer ma critique de ce film-là qui était comme destructrice, mais pas juste par élitisme, parce que il y a des blockbusters que j'adore puis que je défends puis que je trouve super importants, mais j'ai trouvé que c'était tellement mauvais. Puis je me souviens d'être assis dans le cinéma pendant 2 heures puis de me dire qu'est-ce que je calisse ici. Puis quoi dire à des auditeurs de Radio-Canada? Dans la région d'Ottawa, d'Ottawa-Gatineau, c'est à 90% des genres de fonctionnaires un peu beige. Là, j'ai pas honte de le dire. Ils écoutent Radio-Canada le matin, puis je suis comme, c'est quoi que à 7h30, un jeudi matin, comment je parle de ça? J'aime bien mieux aller voir comme une pièce de théâtre de 7 heures en russe dans laquelle je comprends rien, puis faire constat de ce que j'ai vécu, puis de ce que j'en ai compris, puis de ce que j'ai aimé, que aller voir 50 Shades of Grey, me le taper, puis me dire que finalement, les gens, ils vont aller sur IMDb ou ils vont aller sur Rotten Tomatoes, puis à la limite, ils vont bien plus lire Marc Cassivi ou Manon dans Le Devoir, ou ils vont lire d'autres avis que les miens. Ça a été, j'ai fait ce boulot-là pendant un petit moment, puis je me suis comme posé la question sur l'utilité de ce type de critique-là, puis veux pas, le métier de critique est en train de disparaître, puis la particularité de la radio, puis c'est aussi comme ça dans les shows de variété à la télé, que ce soit à TVA ou à RDI ou à Radio-Can. Quand tu es critique généraliste, il faut que tu sois capable
aussi bien de parler d'une BD que d'un roman, que d'un documentaire, que d'un show de danse. Puis je me suis questionné beaucoup en faisant ce type de critique-là sur l'utilité de la chose, puis le modèle de critique, puis l'autorité qu'on donne à cette parole-là aussi à des gens qui, tu sais, le show du matin à Radio-Can à Ottawa, c'est comme vraiment écouter, c'est numéro un depuis des décennies, là. Ouais. Puis je me suis retrouvé dans cette position-là, puis au moins, j'étais quand même bien outillé avec un bac en cinéma puis un intérêt pointu pour ça. Mais quand je me retrouvais à parler avec autorité, même si j'ai vu bien des shows de danse dans ma vie, je suis vraiment pas un expert en la matière. Fait que, tu sais, t'as comme cette espèce de sentiment d'imposteur qui est plutôt étrange. Puis, évidemment, avec des critiques qui sont super pointues en cinéma, que ce soit dans des publications ou sur des sites web, ben, je me disais, coudonc, est-ce que c'est vraiment ça que je devrais faire en ce moment alors que je pourrais couvrir des trucs dans lesquels j'ai peut-être plus d'affinité, de connaissances ou tu sais, couvrir des trucs à l'échelle plus régionale et locale parce que la presse locale, c'est un peu en train de mourir, ça aussi. Fait que ça a été beaucoup de questionnements, tout ça né d'expériences comme aller voir Fifty Shades of Grey à Barrhaven avec des madames de 45 ans qui se trouvaient bien wild. Et puis, tu l'as dit, c'est un public Radio-Canada en Outaouais qui, c'est ça, peut être un peu beige par moment, Ouais. mais tu sais, j'imagine que tu le sais aussi que les auditeurs traditionnels de Radio-Canada iront pas voir C'est ça. ce film-là. Exactement. Puis, tu sais, c'est des gens qui vont aussi écouter Plus on est de fou, plus on lit, Ouais. qui vont être plugués sur Radio-Canada toute C'est la ça. journée. Puis, tu sais, ça fait déjà des années que Radio-Canada, puis Plus on est de fou, plus on lit, des productions comme celle-là, bon, vont regarder justement les 50 Shades of Grey, Ouais. un peu de haut, un peu de travers. Tu te dis, mais le travail est déjà fait. C'est ça. Justement, t'as Mais tu pas sais, besoin d'en parler. au moins, je me dis, c'est ça, les gens vont être capables de savoir ce qui en ressort de ce film-là, juste dans une chronique de 4 minutes et demie. Tu sais, c'est discutable si ça fait du bon contenu radio, mais tu sais, au moins, j'aime ça que Plus on est de fou soit capable de, tu sais, dans ses cabarets, dans les vendredis, de relire des extraits d'un film comme Fifty Ouais. Shades of Grey, de rendre ça drôle et Oui. de l'étudier comme un texte culturel, puis ce que ça reflète par rapport au cinéma des années 2010. Tu sais, je pense que ça peut être super intéressant de le recontextualiser ou de l'étudier de ce point de vue-là, mais tu sais, j'ai vraiment été désabusé quand, à Radio-Canada, mes patrons m'ont dit ben là, toi, dans le fond, tu es un peu le portefeuille de nos auditeurs. Tu sais, les gens, tu sais, parce que les gens en Outaouais dépensent beaucoup d'argent en culture, ce qui est une super bonne Oui. chose. Mais disons que, je ne sais pas, les gens dépensent en moyenne 250 $ par année pour des activités culturelles. Mais toi, tu dois leur dire, selon leur profil et leurs préférences, s'ils vont mettre leurs 50 $ à cette place-là ou non. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement pragmatique dans l'approche. Puis moi, j'étais dans mes idéaux de décortiquer, analyser, contextualiser. Puis finalement, c'est juste comme, non, fait juste explique c'est quoi le film, puis dis au monde si c'est bon ou non, s'ils ont aimé telle affaire et qu'ils aillent voir ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai mal à ma radio publique, mais Ouais. c'est juste pour ça que je suis plus en train de faire cette job-là 5 ans plus tard. Là. C'est sûr. Puis, de toute façon, je trouve qu'il y aurait moyen. Tu sais, là, on parle de 50 Shades of Grey, c'est un film qui parle par la bande de BDSM, relations sadomaso, domination. Puis il y aurait tellement une façon intelligente de l'aborder. Je ne sais pas si toi-même, avec Transistor, ce serait un rêve à un moment donné ou un intérêt de produire quelque chose sur ce sujet-là, de voir comment ça se déroule dans un réel univers de gens qui pratiquent les expériences masochistes. Exactement. Puis après ça, j'ai fait des documentaires audio sur la communauté BDSM, puis les polyamoureux dans la région de l'Outaouais, où est-ce que, dans ma tête, c'était beaucoup plus sensé que des espèces de représentations fétichistes, là, puis sans mauvais jeu de mots, mais où, super monochrome de ce que sont ces pratiques-là ou ces communautés-là. Fait que ce soit en développant des balados ou des topos, justement, avec des gens qui font de l'éducation sexuelle, des gens qui travaillent dans des lieux. À un moment donné, je suis allé faire un photoreportage dans un genre de club échangiste sous la bannière de Radio-Canada. Puis ça, j'étais comme, bon, ben, on va s'intéresser
à certains sous-cultures, certaines communautés, certains groupes de la société qui sont comme marginalisés à tort. Puis après ça, je suis capable d'aller en parler quand même dans un show le samedi matin à 9h Oui. sans que ce soit choquant, sans que ce soit de la provocation. Mais pour moi, il y a vraiment, ça fait œuvre utile. Donc, Mhm. il y a vraiment des moyens de le faire. Puis c'est sûr que c'est le genre de projet qui me motive à faire avec Transistor, à aller, que ce soit par le biais de la fiction ou du documentaire, à aller creuser dans ces idées-là, puis dans des trucs qui sont tellement stéréotypés en général dans les médias qui manquent de nuances que c'est pour moi le long format de la balado, que ce soit pour des enquêtes comme Synthèse ou de la fiction ou des documentaires. On a fait, Marie-Hélène en a fait un sur le nom de famille composé au Québec. Oui, Euh, quelle belle série d'ailleurs. oui, le nom de ma mère, c'est super Oui. bon. Puis c'était super utile parce qu'on est allé chercher dans des nuances puis de la profondeur. En ce moment, un des projets qui nous occupe, c'est une série de fiction sur la non-monogamie. En ce moment, on est en train d'écrire ça, puis de faire de la recherche là-dessus. Puis on a parlé à des gens de tous les horizons, de toutes les situations. Puis on va faire une série audio de fiction avec ça. Puis je pense que c'est tout en étant stimulant d'un point de vue créatif, je pense que d'un point de vue sociétal, il y a de quoi d'hyper pertinent à réaliser ce genre de projet-là qu'on n'aurait pas nécessairement pu faire en développant une série télé ou en faisant un film et en attendant du financement pendant 6 ans. Là. Fait qu'il y a cette légèreté-là aussi dans le médium que j'aime beaucoup. Rendons-nous maintenant à Springfield pour parler de Simpson, The Movie, Oui. ou The Simpson Movie. 2007 de David Silverman, basé sur les personnages de Matt Groening, avec le casting original de la série, John Castellaneta, Nancy Cartwright, Yardley Smith, Hank Azaria, Harry Shearer, dans les rôles de Homer, Bart, Lisa. Bon, on connaît tous les personnages. Oui. On connaît, je pense que je connais plus de citoyens de Springfield que je connais de gens à Montréal, ce qui est déjà beaucoup dire. J'ai quand même un pas pire réseau ici, là, en partant. Premièrement, pourquoi c'est un plaisir coupable? Puis, oui, vas-y. Oui, bien, c'est très simple parce que je suis le papa de 2 enfants de 4 et 7 ans. Mm-hmm. Puis depuis le début du confinement, de la pandémie, on s'est abonné à Disney+. Ouais. Puis il y a l'intégrale des Simpsons sur Disney+. Puis Ah oui. c'est un peu bizarre, mes enfants ont 4 et 7 ans. Puis Blanche, ma fille de 4 ans, c'était sa fête il y a une semaine. Puis elle m'a demandé un gâteau des Simpsons. Puis mes enfants ont grandi dans une espèce d'humour sarcastique avec ma blonde et moi. Fait qu'ils sont déjà capables de comprendre beaucoup de nuances et beaucoup de sous-textes dans les Simpsons, ce qui me surprend. Là. Puis là, je ne suis pas le parent qui disait « Chris, que mes enfants sont intelligents. » C'est pas ça du tout. Ils ont bien des défauts, mais ils ont une intelligence humoristique. Puis, on n'a pas la télé chez nous. Là. Je suis un parent millénial. Puis, un moment donné, on était en voyage. Puis, on était à l'hôtel. Fait que là, il y avait Télétoon, ce qui était comme une grosse affaire pour mon fils parce que, nous, il montre des documentaires de l'ONF puis il se plug sur Netflix. Fait qu'il ne savait pas c'était quoi trop les Simpsons. Puis, il y a eu la piqûre. Fait qu'on a commencé beaucoup à écouter les différentes saisons. Puis là, moi, je lui montre les classiques, dans les bonnes années des Simpsons qui nous ont le marqué. monorail. C'est ça, exactement. L'épisode du monorail où cette semaine, c'était les 22 short stories about Springfield. Qui est basé sur un film québécois, quand même. Mais le titre, en tout cas, c'est 22 Short Films About Glenn Gould. Glenn Gould, exactement. Oui, j'ai plus le réalisateur. J'avais Charles Binamé, mais c'est pas lui, là. Oui, mais je pense que c'est François Girard. François Girard, merci. Oui. Ben, c'est ça, un réalisateur qui manie bien la musique, là, on s'entend, dans sa filmographie. Mais pour en revenir à The Simpsons Movie, on est souvent revenu vers le film parce que les vendredis soirs, on écoute des films, puis constamment, mes enfants me demandent de voir et revoir le Simpsons Movie. Puis je me tanne pas. Ça doit faire comme 6 fois que je l'écoute depuis genre le début de la pandémie. Puis tu sais, c'est pas... les Simpsons ont connu un âge d'or que moi, je suis encore très fan, là, même 30 ans plus tard. Fait que je suis pas très critique des Simpsons. J'adore pas mal tout ce qui est sorti de cette bannière-là. Puis même le film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je me souviens de l'avoir vu en 2007.
très d'actualité, ce que je veux dire, mais dans un cinéparc aux États-Unis pendant que j'étais en Wow. voyage. Puis, tu sais, là encore, le petit côté nostalgique d'être au Massachusetts, de voir ça sur le bord de la plage dans un cinéparc, je trouvais ça bien, bien hot. Puis là, de le voir et de le revoir, puis le moment que ça crée avec mes enfants, de regarder le film, puis de commencer à... Tu sais, moi, ma séquence préférée, c'est quand Homer, il doit retourner voir sa famille en traîneau à chien, puis qu'il Hmm. n'arrête pas de fouetter ses chiens. Puis même pendant que ses chiens, ils mangent, il est en train de les fouetter pour leur donner des ordres. Puis là, il arrive le soir au feu de camp, il les détache, puis il est comme, oh, on peut laisser tout ça derrière nous, hein? Puis là, il détache les chiens, puis tous les chiens l'attaquent, puis comme le déchiquent. Je trouve ça tellement fucking drôle. C'est vraiment une des choses qui me fait le Ouais. plus rire dans la vie. Fait que de voir et revoir le film constamment, je trouve qu'il a bien vieilli malgré ses 13 ans. Tu sais, c'est encore une fois... tout me fait rire. Genre Green Day qui joue sur un Oui. stage puis qui coule dans l'espèce de rivière de Springfield. Puis En reprenant une scène du Titanic d'ailleurs. exactement, là, ils se mettent à jouer de la musique comme s'ils coulaient comme les musiciens de l'orchestre du Titanic. Puis c'est très drôle parce que dans une saison subséquente, un moment donné, où est-ce que Mr. Burns a comme un autre projet mégalomane, ben, il veut ramener un dôme sur la ville. Puis là, tout le monde est comme, hey, ben là, on l'a déjà fait comme dans un autre contexte. En tout cas, tout ça, Ouais. tout cet univers-là, ça me fait vraiment plaisir de voir que mes enfants y adhèrent parce que moi, je suis un enfant des années 90. Oui. Là, je te le disais, je suis né en 88. Puis les Simpsons, ça a été une grosse partie de mon éducation de culture populaire Oui. et même de culture savante. Oui, oui. Puis, tu sais, je lisais tout quand j'étais jeune. Tu sais, je commandais les livres, les BD, les essais sur, bon, ben, qu'est-ce que les Simpsons nous ont appris de la philosophie, puis quelles applications on en fait. Je trouve que c'est tellement ultra intelligent. Puis oui, il y a des hauts et des bas, puis tu sais, il y a eu ce documentaire sur le personnage de De Apu. Apu, oui. Tu sais, tous les angles morts et l'évolution du discours des Simpsons. Puis, tu sais, je regarde ça avec mes enfants d'un point de vue de parents de 2020 versus tu sais, ce qui était diffusé en 93 et la façon que c'était fait. Puis, je trouve que ça témoigne tellement bien de l'évolution de la société nord-américaine. En tout cas, je me tanne jamais de voir et revoir des épisodes des Simpsons. Donc, c'est un petit plaisir coupable qui fait que c'est une bonne façon de se détendre, mais tout en voyant et même des fois en remarquant certains clins d'œil ou en nous faisant comprendre encore plus de choses que ce qu'on avait vu à la base la première fois qu'on avait vu Oui. les films, Puis tu le les disais, émissions. ça offre une culture. J'aurais jamais pu apprécier autant un film comme Citizen Kane que si j'avais jamais vu Les Simpsons de ma vie. Exactement. Puis Exactement. quand tu réalises que chaque scène du film Citizen Kane a été vampirisée par la série, Oui. puis que ça a été remanché puis recraché dans le style Simpson, mais une fois que tu es confronté à ce film-là, qui est un grand classique qui peut paraître aride puis qui ne l'est pas au final, mais Non, que, c'est tu ça. sais, qu'on dit là, on te présente le plus grand film de tous les temps, tu es confronté à ça, puis tu fais juste comme, OK, mais c'est Monsieur Burns, puis Oui, cette chanson-là, ils l'ont chantée, puis ce moment-là, ils l'ont refait, puis OK, tout exactement. l'épisode avec son toutou à Monsieur Burns Oui. a enfin un sens total, global. C'est ça. Mais c'est une porte d'entrée vers Kubrick, c'est une porte d'entrée vers Ah, tout le tellement. cinéma, toute la culture, même, puis même des musiciens obscurs. Je pense qu'ils ont même déjà fait des références à John Cage Oui, dans Les Simpsons. Tout y est passé. Tout y est c'est vrai. passé. Puis c'est ça, je trouve que tu l'as dit, mais ma sœur, elle aussi, fait découvrir Les Simpsons à mon neveu qui a 6 ans. Oui, Puis il y a le même rapport à comprendre que c'est de l'ironie, à c'est ça. comprendre que c'est du sarcasme, à voir des fois des références à des trucs qu'il connaît, mais il fait Ah, attends une minute, j'ai vu le Roi Lion, mais là, il C'est ça. parle du Roi Lion, mais Mhm. Mais il qu'est-ce y a qui de se quoi de passe? familier, tu sais, au moins, puis Oui, ça ouvre des portes de conversation. Puis, tu sais, il y a aussi toute cette perception-là. J'écoutais Slate fait un Decoder Ring, un excellent podcast de tu sais, documentaire slash on décortique des phénomènes de culture populaire, hum, puis toute cette Simpson mania des années 90, puis de la façon dont les Simpsons étaient si mal perçus comme étant oui, de quoi de tu sais, d'iconoclaste et de remettre en question l'ordre établi. Tu sais, là, on n'est vraiment plus là dans le discours, mais tu sais, le dialogue que ça crée entre les générations, je trouve ça super ouais. intéressant. Puis
sais, de voir qu'une série puisse durer à ce point-là. Puis j'aime vraiment ça en ce moment que je réécoute les épisodes de la saison 30 parce que j'en avais moins vu dans les Ouais. dernières années. Puis, tu sais, je trippe autant que ce qui me faisait tripper dans les premières années des Simpsons. Puis l'importance des personnages, puis il y a certains personnages qui prennent plus de place, puis il y en a Mhm. qui en prennent moins, tu sais. Je suis comme, il y a des personnages dont je m'ennuie, fait que je vais aller comme réécouter la saison 4-5 pour retrouver comme, tu sais, plus de présence. Tu sais, à un moment donné, Krusty est devenu un personnage super important, Oui. puis moi, je l'adore, ce personnage-là, en plus que j'aime beaucoup aussi écouter les versions québécoises, fait que Hmm. Marc Labrèche qui fait les voix de Krusty. Tu sais, toutes les références, j'en réécoutais cette semaine où est-ce que, tu sais, on fait il y a des clins d'œil, on adapte le scénario à Saint-Tite, Oui. Drummondville, à genre parler de TQS, des affaires de même. Je suis comme bravo, tu sais, oui, Oui. ça part d'un C'est un- studio américain, mais les gens qui l'ont adapté ici puis qui l'écrivent pour ici, c'est comme vraiment, ouais. vraiment réussi. Ouais, ben tu l'as dit, ça, c'est un travail d'adaptation, c'est pas une traduction. C'est ça. Comment est-ce que cette famille-là vit selon nos codes, selon notre vision aussi du monde. C'est vraiment un beau travail. Tu sais, puis à un certain point, je trouve que les Simpsons font justement partie intrinsèque de la culture québécoise, Oui, oui, comme les pierres à feu, par la c'est façon que ça. ça a été traduit. Exactement. Ouais. Là-dessus, Julien, ça a été un énorme plaisir de t'avoir à l'émission. D'ici là, si les gens veulent suivre les projets de Transistor, savoir qu'est-ce qui est en développement, voir qu'est-ce qui s'est fait avec vous, où est-ce qu'ils vont? Transistor.media, MEDIA. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook. On a plein de beaux projets qui s'en viennent, qui sortent en ce moment, là, en collaboration avec la Fabrique culturelle de Télé-Québec, des projets qu'on fait ici à Gatineau, des projets de théâtre qu'on fait un peu partout à travers le Québec, puis un festival qui va revenir pour une 5e édition. Puis moi, je te souhaite de te rendre au printemps prochain avec ton show. Comme ça, on va pouvoir t'inviter à venir Ça faire une serait, émission ça spéciale serait en un énorme Outaouais pour plaisir. Transistor. Fait que considère ça comme une invitation lancée, c'est même pas une joke. Merci beaucoup. On aimerait bien ça de voir au festival ici à Gatineau l'année prochaine. J'y serai avec un énorme plaisir. Sur ce, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Julien Morissette, on a Jasé de film.